Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. En Guinée-Bissau, la Commission nationale électorale confirme la victoire de l'opposition aux législatives. L'opposition a remporté la majorité absolue aux élections du 4 juin. Le pays se dirige donc vers une cohabitation. Entre 20 et 65% du PIB, le secteur informel, une composante essentielle de la plupart des économies. L'Afrique subsaharienne est l'une des régions où l'économie informelle pèse le plus. Illustration à suivre dans ce journal, avec le cas de la Côte d'Ivoire où les pertes fiscales sont considérables. Percée du MMA au Cameroun, Francis Ngannou, le modèle à suivre pour de plus en plus de jeunes amateurs d'arts martiaux. Reportage à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord, les combats qui ont repris ce samedi au Soudan entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces rapides. Des tirs d'artillerie et des combats à l'arme lourde ont été signalés au nord et au sud de Khartoum. Des frappes aériennes ont visé le quartier de Yarmouk dans le sud de la capitale, tuant 17 civils parmi lesquels 5 enfants. Le bilan du comité de résistance locale fait également état de 11 blessés. La situation est également très alarmante dans la région du Darfour, également touchée par cette guerre déclenchée le 15 avril dernier et opposant l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan au FSR, dirigé par le général Mohamed Hamdan Daglo. La Commission nationale électorale de la Guinée-Bissau a proclamé jeudi les résultats définitifs des élections législatives. Victoire confirmée de l'opposition aux élections. Avec 54 sièges sur 102, la coalition Païtera Ranka du PAIGC remporte la majorité absolue à l'Assemblée nationale après les élections législatives du 4 juin dernier. Le parti du président de la République, Umaro Sissoco Embalo, le MADEM, lui obtient 29 sièges. Un sérieux revers politique pour le chef de l'État au pouvoir depuis 2019 qui, face à cet échec, est contraint de nommer un Premier ministre issu de l'opposition. Le point avec Samantha Saberou Saboubanga. En Guinée-Bissau, la Commission électorale nationale a confirmé le 15 juin 2023 la victoire aux législatives de la coalition de l'opposition Païtera Ranka. La coalition de l'opposition a fini en tête avec 54 sièges sur les 102 disponibles. Ces résultats définitifs ne sont que le reflet des résultats provisoires annoncés le 8 juin par la Commission. La confirmation de la cohabitation par la Commission nationale électorale de la situation bissau-guinéenne vient confirmer définitivement le contre-pouvoir exprimé par le peuple envers le pouvoir en place. Et cette situation de cohabitation va donc permettre de surveiller de plus en plus l'État dans ses faits et gestes. Il n'aura plus les larges pouvoirs à l'exécutif de mener à bien ses politiques. Et il aura en face un législatif qui, se basant sur la réalité du peuple, en tout cas espérons-le, va lui faire face et avec lequel il sera obligé de gouverner. Le MADEM G15, parti du président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo, conforte sa deuxième position avec 29 sièges, suivi du parti de la rénovation sociale PRS avec 12 sièges, du parti des travailleurs de Guinée PTG avec 6 sièges et l'APU PDGB 1 siège. Le MADEM G15 et le PRS ont saisi la Cour suprême pour contester le nombre de sièges qui leur ont été attribués, mais leurs recours ont été rejetés faute de preuves tangibles. Le pouvoir exécutif fait dans son droit de contester cette décision auprès de la Cour suprême, qui est une instance supérieure de la justice. Mais à mon avis, le peuple s'est exprimé et dans la situation bissau-guinéenne, ça m'étonnerait très très fortement que la Cour suprême aille à l'encontre de l'avis et de la décision de la Commission nationale électorale, qui est l'organe compétente pour se prononcer. Si cela était le cas, il y a des risques de soulèvement au sein de la population. Donc à mon avis, ce qui se passe actuellement, la situation doit être contrôlée comme telle et voir ce qui va en découler. En Guinée-Bissau, les élections législatives ont eu lieu le 4 juin 2023 avec la participation de 20 partis politiques
et de 2 coalitions appelées à briguer un mandat de 5 ans de la future Assemblée nationale. Selon les observateurs internationaux présents, le scrutin a été libre, transparent et apaisé. Au Sénégal, le Premier ministre Amadou Ba était face à la presse ce jeudi. Le chef du gouvernement est revenu sur les émeutes meurtrières qui ont éclaté entre les 1er et 3 juin suite à la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko, mais alors que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé sa préoccupation sur la gestion de cette crise par les forces de défense et de sécurité et que l'opposition sénégalaise s'indigne également. Le chef du gouvernement s'est lancé ce 15 juin dans une séance d'explication à l'heure où le pouvoir en place est plus que jamais critiqué. Tchekomar Kamara. Face à la presse ce jeudi, le Premier ministre Amadou Ba et son gouvernement se sont exprimés dans l'après-midi du 15 juin 2023 sur la situation actuelle au Sénégal après les violentes manifestations qui ont éclaté entre les 1er et 3 juin 2023 dans la foulée de la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Le chef du gouvernement sénégalais a une nouvelle fois dénoncé une entreprise de déstabilisation du Sénégal. Notre pays a vécu des moments tragiques à travers des manifestations violentes qui ont entraîné des pertes en vies humaines, des blessés et une destruction sans précédent de biens publics et privés. Ces manifestations font suite au prononcé du verdict du procès opposant M. Ousmane Sonko à Mlle Adji Sarr portant sur une accusation de viol et de menace de mort, précédé par les appels du leader du PASTEF à un mortal combat à la résistance. Ces troubles ont causé au moins 16 morts selon les autorités et la destruction de nombreux biens matériels. Face à cette situation, le Premier ministre a promis de faire la lumière sur les circonstances de décès à l'issue des manifestations. Des enquêtes sont ouvertes pour déterminer les causes des décès et situer les responsabilités. Les violences notées, les destructions de biens publics et privés ont des répercussions négatives et un coût considérable. Le ministre de l'Intérieur a expliqué pourquoi l'opposant Ousmane Sonko est toujours assigné à résidence surveillée sans aucune base légale. Antoine Félix Diome a déclaré qu'étant donné les circonstances exceptionnelles identifiées dans le pays, il est du devoir des autorités nationales de sauvegarder la stabilité et la sécurité nationale. Mais quelqu'un qui se lève pour dire qu'il va faire une caravane, qu'il va faire des rassemblements sans déclaration, on constate des décès. Est-ce qu'on va le laisser faire le tour du Sénégal, faire des rassemblements et compter les morts derrière? On ne peut pas. Le bilan officiel de ces manifestations fait état de 16 morts et plus de 350 blessés. Selon la police de l'État, 500 personnes ont été interpellées lors de ces émeutes. Le secteur informel dans les économies africaines, sa contribution au PIB s'échelonne entre 25 et 65%. L'Afrique subsaharienne est ainsi l'une des régions au monde où l'économie informelle pèse le plus. Le poids réel de cette économie est important dans un pays comme la Côte d'Ivoire où ce secteur représente 40% du produit intérieur brut, un secteur entier qui par son caractère informel échappe au régime fiscal. Esther Conan. En Côte d'Ivoire, comme dans plusieurs pays africains, le secteur informel va grandissant et se nourrit de petits métiers issus de la restauration, des services de vente et d'autres activités productrices de biens qui échappent aux services de régulation publique fiscale. Selon les données officielles de l'État, le secteur informel contribue à hauteur de 40% du PIB annuel et engendre près de 80% d'emplois. C'est un secteur assez clé, assez primordial, notamment pour les entreprises. On sait qu'il y a pas mal de PME dans le secteur informel, donc je pense que l'impact de ces PME est grandiose parce que souvent ce sont des services de commerce, des services de vente alimentaire, donc je pense qu'au niveau des populations, je pense que cela apporte des services majeurs, non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour les ménages. Et bien évidemment que ce secteur est avantageux. Et en même temps aussi, je pense que les suggestions, c'est surtout la transition entre une économie informelle et une économie formelle. Mais pour que cela soit, il faudra que l'État crée des infrastructures afin que, par exemple, les dames qui vendent dans les marchés puissent avoir des toits sur les têtes. Vraiment, si l'État crée des infrastructures, ça va être avantageux parce qu'ils pourront recevoir peut-être des taxes et aussi
pour ces entrepreneurs, cela permettra peut-être d'avoir une sécurité sociale. Donc je pense que la transition est cruciale. Ces petites unités de production fonctionnent comme des entreprises, mais ne possèdent pas de numéro d'enregistrement fiscal et ne tiennent pas de comptabilité écrite. Bien que très rentables, la plupart n'ont pas d'exigences légales. Par jour, il peut trouver par 5 000 ou 4 000 quoi. Par mois, c'est 30 000. Si j'ai trouvé 30 000 quoi, un peu la donner, elle me donne 5 000. Moi-même, après, c'est un peu la scolarité. Par jour, si je gagne des clients, ça dépend, je gagne 20 000 francs comme ça. Jusqu'à la fin du mois, je gagne 100 000 comme ça. Selon la Direction générale des impôts, le PIB de la Côte d'Ivoire est estimé à 40 milliards de francs CFA. Cependant, 20 milliards de francs CFA échappent à l'État, car générés par le secteur informel. Un apport minimal de 0,5 points de ce secteur au PIB, soit 200 milliards de francs CFA, ferait une grande différence dans les recettes de l'État. La Banque mondiale approuve un prêt en faveur du Maroc, un prêt de 350 millions de dollars destiné à soutenir les mesures du gouvernement marocain en matière de lutte contre les effets du changement climatique, dont les conséquences de plus en plus graves impactent directement les populations les plus vulnérables. Samantha Saberou Saboubanga. Pour lutter contre le changement climatique et améliorer la résilience de ces populations vulnérables, de près de 350 millions de dollars chacun ont été approuvés par la Banque mondiale en faveur du Maroc. Une annonce faite par le conseil d'administration de la Banque mondiale. Le Maroc, à l'instar de nombreux pays en développement, subit de plein fouet les conséquences du changement climatique. Et cela se traduit souvent par la diminution de la disponibilité en eau et des rendements des cultures, l'augmentation des risques de sécheresse et de perte de biodiversité, les incendies des forêts et les vagues de chaleur. Cette situation a malheureusement de graves conséquences sur les populations les plus vulnérables. Et comme le gouvernement ne peut rester indifférent, il doit sans attendre prendre des mesures appropriées aux enjeux du réchauffement climatique sur son territoire. Et cela passe en partie par la mobilisation des acteurs publics pour la mise en place des politiques d'adaptation solides et adaptées aux enjeux locaux. Axé sur un renforcement des capacités institutionnelles, le premier prêt est un financement qui contribuera à améliorer les outils et les systèmes politiques, la gestion des données et la performance des institutions fiscales et financières, tout en renforçant la coordination entre les agences et les ministères des différents secteurs. Or, cette adaptation au changement climatique et au renforcement de la résilience de la population, des populations les plus vulnérables a un coût exorbitant que les pays auraient du mal à faire face sans l'appui de ses partenaires financiers. Ainsi, ces prêts de la Banque mondiale arrivent à point nommé car il devra aider le gouvernement marocain à accélérer la mise en œuvre de ses contributions déterminées au niveau national qui soulignent les engagements du Royaume à lutter contre le réchauffement de la planète grâce à la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre ainsi que sa résolution de renforcer la résilience du pays face au choc climatique. Le second prêt, quant à lui, est un financement additionnel pour continuer d'accompagner la mise en œuvre d'un système de protection sociale moderne et efficace en prolongeant du projet de réponse d'urgence de la protection sociale face à la Covid-19 du Maroc. Notons que cette série de financements vient en appui aux réformes gouvernementales du royaume chérifien face à l'aggravation des impacts climatiques déjà ressentis. Le MMA a le vent en poupe au Cameroun, surtout depuis les nombreuses victoires éclatantes de l'enfant du pays Francis Ngannou, le multiple champion du monde des poids lourds au sein de l'UFC, inspire toute une génération. De plus en plus de jeunes sont séduits par ce sport de combat qui regroupe des techniques issues de disciplines annexes. Reportage Paul-Marcel Mayagui. Au Cameroun, le MMA gagne du terrain. Dans les différents clubs des grandes métropoles du pays de Francis Ngannou, les pratiquants de cet art martial travaillent d'arrache-pied pour mieux vulgariser la discipline. Pour s'en satisfaire, vous pouvez constater. Et vous savez que la journée était tellement difficile. Regardez quel public. Puisque vous voyez, il y a eu presque 14 combats, c'est-à-dire 28 athlètes. À la prochaine, nous souhaitons, parce que c'est à partir de là, parce que quand un athlète travaille, il ne compétit pas, il ne peut pas se juger.
Les exploits de l'athlète Francis Ngannou à l'international ont propulsé la discipline sur la scène sportive camerounaise. Les jeunes jadis séduits par les sports plus populaires comme le football, le karaté, le judo et autres s'intéressent de plus en plus à cette discipline. Dans cet engouement pour le MMA, les filles ne sont pas en reste. Je fais le kickboxing depuis plus de 6 ans et c'était donné pour moi de représenter le Cameroun. C'est un sport très oublié au Cameroun. Chaque fois que nous avons l'occasion, nous touchons le public camerounais, nos frères et sœurs, nous touchons le gouvernement de plus s'initier car notre président, son excellence, c'est qu'il n'y a pas de sport mineur, ni celle majeur, encore moins celle réservée. Mais malheureusement pour nous, c'est un sport réservé. Même si l'on note de nombreuses avancées en matière de promotion des arts martiaux mixtes au Cameroun, notamment avec l'organisation régulière des compétitions nationales et internationales, des écueils se posent comme adversaires. Entre rareté des infrastructures sportives dédiées, déficit de formateurs et de financement, le combat reste entier pour drainer le public dans les salles. Le plus dur en vérité, c'est pas le combat. Le plus dur sont les entraînements. Un an d'entraînement sans combattre, je crois que tu ne vas pas juger ton niveau. Et grâce à cette initiative, nous pouvons chaque fois évaluer notre niveau. Au Cameroun, la discipline a de beaux jours devant elle. Et pour être plus compétitive sur la scène internationale, la Fédération camerounaise des arts martiaux mixtes et disciplines affinitaires multiplie les initiatives pour un développement de la discipline à la base. Ceci à travers la formation des plus jeunes et la certification technique des entraîneurs de MMA. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.